On vit dans un monde de fous. Vous avez sûrement déjà entendu ou pensé cette phrase, surtout ces derniers temps. Et il faut le reconnaître, dans le contexte actuel, il est plus que jamais difficile de vivre sa vie comme si de rien n'était, d'aller bien, tout simplement. Nous ferons, si vous le voulez bien, de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. D'après l'OMS, dans 10 ans, la dépression sera la première cause mondiale de handicap. Les études préoccupantes se multiplient à propos de la santé mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes. Alors que l'on entend de plus en plus parler de santé mentale, des voix s'élèvent pour pointer le risque de la dépolitiser, en faisant un sujet individuel, en responsabilisant les individus pour détourner l'attention des véritables causes de leur mal-être. Soyez critique quand même quand on vous parle de santé mentale. Il faut toujours avoir en tête que le cadre actuel de la santé mentale est un cadre quand même qui est compatible fortement avec le néolibéralisme. Pour certains, la santé mentale est instrumentalisée par les États pour produire des citoyens performants et productifs. Elle est aussi utilisée comme un argument marketing de développement personnel. Dans son nouveau livre « Folie et résistance », Claire Touzard démontre notamment que l'on présente aujourd'hui des troubles tels que l'anxiété, la dépression, le burn-out, comme des dysfonctionnements personnels plutôt que des symptômes d'un système qui oppresse et discrimine. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses! Pour l'autrice, c'est bien le néolibéralisme qui plonge la société dans une angoisse insondable et détériore les corps. En clair, on nous demande d'être heureux, heureuse, dans un monde qui n'est pas organisé pour qu'on le soit. Je ne suis pas folle, vous savez. Non, de ça! Claire Touzard s'interroge. Chaque période crée et identifie ses fous et folles. Qui sont les fous et les folles d'aujourd'hui? Qui sont les êtres subversifs qui ennuient l'ordre du monde? Que mettons derrière la notion de folie dans une ère où nous sommes de plus en plus aliénés par le système et gouvernés par des tyrans sanguinaires dont la santé mentale est plus que douteuse? Selon l'autrice, pour lutter contre la folie du monde, il faut revenir aux origines de la santé mentale et comprendre que la folie peut être un outil de résistance et de libération. Car il faut sûrement être un peu fou et folle pour oser rêver mieux, pour sortir de ce schéma brutal et imposé qui nous semble indestructible. Alors, qui sont les vrais raisonnables d'aujourd'hui? Pourquoi a-t-on toujours traité de fous ou de folles celles et ceux qui dérangent la norme? Comment politiser la santé mentale et repenser le soin? Réponse dans cet entretien Blast avec Claire Touzard. Claire Touzard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter et vous êtes aussi autrice et conférencière. Vous avez écrit l'essai Sans alcool en 2021, puis le roman Féminin en 2022 aux éditions Flammarion. Et vous avez récemment sorti un nouvel essai, Folie et résistance aux éditions Divergence, un livre dans lequel vous dénoncez en partie l'instrumentalisation de la santé mentale et vous appelez aussi à une révolution collective par le soin. Ma première question est simple. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, à faire ce lien entre la folie et la résistance et d'une certaine manière, comment est-ce que tout ça a grandi en vous? En fait, tout est parti d'une phrase qu'on me dit et que je cite au début du livre où on me dit... En fait, je viens d'avoir mon diagnostic parce que j'ai été diagnostiquée du trouble bipolaire. Et on me dit « Ah, t'es bipolaire, c'est pour ça que t'es pour la Palestine. » Et en fait, c'est intéressant parce que je me dis « Mais c'est marrant qu'on associe donc la lutte politique à de la folie. » Et ça a été un point de départ pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on jugeait de fou aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est se demander qu'est-ce qu'on juge... Parce qu'on n'utilise plus le terme folie dans les cercles psychiatriques, mais il y a encore un imaginaire qui est produit derrière la folie. Et c'est lequel? Et surtout qu'on entend beaucoup les gens parler de folie, tout est fou, et donc voilà. Vous dites au début, on vit dans un monde de fous, on entend souvent ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent, on est dans Look Up, par exemple, le film, qui caricature un peu, qui est une satire à notre société où on va jusqu'à l'extermination d'une population entière parce que pour des intérêts économiques. Et on est un peu dans cette folie destructrice-là. Et je pense que les gens ont conscience de ça. Ils ont conscience qu'on est dans un monde de fous. Et en même temps, les personnes qui interrompent ce système-là sont eux-mêmes psychiatrisés ou pathologisés et traités de fous. Donc en fait, est-ce qu'il y a deux folies, par exemple, qui s'opposent? La folie destructrice capitaliste et la folie utopiste qui essaye d'interrompre ça? C'est la question que je me suis posée. Alors, vous le dites d'ailleurs dès le début de votre livre, j'ai souvent été traitée de folle. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de folie? Parce que dans votre livre, vous en faites plusieurs définitions en quelque sorte. Et je pense que c'est important qu'on définisse un peu et qu'on cadre les termes pour commencer notre échange.
Oui, en fait, j'ai voulu réfléchir à ce que voulait dire le terme folie aussi à travers les époques, puisque ça a beaucoup évolué. On sait que historiquement, des personnes ont été traitées de folles et enfermées pour cette folie-là, des militants, des féministes, etc. Donc il y a une volonté derrière le terme folie d'enfermer des personnes qui sont considérées comme anormales à une époque ou qui ne se comportent pas bien. Donc je me disais, mais qui est fou aujourd'hui ? Et en cherchant, par exemple, en faisant des recherches, j'ai trouvé que le wokisme était le terme qui était le plus associé à la folie. Donc c'est pas, en fait, l'idée n'est pas de dire que les personnes qui ont des troubles psychiques ou psychiatriques sont fous, mais de dire qu'eux-mêmes pâtissent de cet imaginaire et de se demander finalement si leur folie, elle est liée à eux-mêmes ou est-ce qu'elle est un regard qu'on pose sur eux. Est-ce que vraiment c'est de leur responsabilité, ces troubles psychiques, ou est-ce que c'est systémique? Donc en fait, il y a eu tout un tas... mon trouble bipolaire a été un point de départ pour réfléchir plus largement à cette notion de folie et celle qu'on m'attribuait, qui en fait n'était pas tant associée, je crois, au fait que j'étais bipolaire, mais au fait que peut-être je mettrais ces troubles au service d'une lutte politique et que j'étais féministe. Alors justement, en introduction, vous écrivez « Chaque période crée et identifie ses fous et folles. Qui sont les fous et les folles d'aujourd'hui? Qui sont les êtres subversifs qui ennuient l'ordre du monde? Que mettons derrière la notion de folie dans une ère où nous sommes de plus en plus aliénés par le système et gouvernés par des tyrans sanguinaires dont la santé mentale est plus que douteuse? Est-ce que cette santé mentale n'est pas elle-même un outil d'oppression et de hiérarchie ?» Vous explorez d'ailleurs, dès les débuts de votre livre, ce que le système capitaliste fait à notre santé mentale, et vous citez notamment le psychiatre Mathieu Bellassène qui considère que l'ennemi numéro 1 du bien-être social est le néolibéralisme. Est-ce que vous pouvez justement développer sur cette idée de ce que le système capitaliste fait à notre santé mentale aujourd'hui ? C'est catastrophique. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu envie, justement, à partir de cette notion de folie ou de trouble, de me dire, bon, d'accord, des gens ont des troubles, j'en ai, des gens sont considérés comme fous, mais peut-être de décentrer et de regarder le système, en fait, qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on nous dit, soyez heureux dans un système maltraitant. Voilà. Donc il y a quand même une contre-injonction. Enfin, il y a comme quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, l'OMS, ou toutes ces institutions, etc. Quand elles parlent de santé mentale, elles parlent d'une santé mentale positive. Ça veut dire que les individus doivent s'insérer dans des systèmes existants, dans des cadres. C'est ça qui est considéré comme une bonne santé mentale. Mathieu Bellassène, il en parle aussi. Mais peut-être que c'est ce cadre-là le problème. Et donc tout le début du livre analyse la notion de capitalisme et ce qu'elle fait sur nos psychismes. C'est une aliénation. Tous les psychiatres, même engagés, comme Fanon, etc., en ont toujours parlé. Le capitalisme et le monde du travail créent des souffrances telles qu'en fait, ça peut devenir des troubles psychiques, en fait. C'est-à-dire qu'on pense souvent que les troubles psychiques viennent, par exemple, de notre hérédité, de risques psychosociaux, mais c'est un peu vague, ça peut être neurologique, etc. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le système dans lequel on est, le cadre dans lequel on est, crée des souffrances et des précarités, en fait, chez certaines populations qui créent des troubles tellement énormes qu'ils ne peuvent plus s'insérer socialement. Donc, en fait, derrière la question de la santé mentale, il y a aussi la question des inégalités. C'est-à-dire que certaines populations, parce qu'elles sont précaires, parce qu'elles sont racisées, parce qu'elles vivent un ensemble d'oppressions, et surtout dans le système capitaliste, vont souffrir, ne vont pas avoir accès aux soins, et donc vont ne pas pouvoir s'intégrer correctement socialement et économiquement. Et on voit bien que donc la santé mentale est un enjeu majeur, en fait, dans les inégalités sociales. Pourtant, il n'est jamais vraiment évoqué, puisque les institutions veulent éviter un peu le sujet. Ils veulent éviter de lier les mauvais managements, par exemple, en entreprise, et la souffrance des employés. Ils veulent éviter de remettre en question le système globalement sur les inégalités et la relation avec les inégalités. Et donc, on est dans une forme de dissociation qui est fausse, puisqu'on sait très bien que le système a un grand poids et un grand impact dans nos psychismes. Et vous mentionnez d'ailleurs aussi l'auteur britannique Mark Fisher qui parle de dépression inhérente au capitalisme et cette question aussi des médicaments, des antidépresseurs, etc. En se posant la question d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on drogue une certaine partie de la population pour qu'elle puisse s'adapter à un système plutôt que de revenir aux sources du problème et de changer ce système en lui-même, en fait. En fait, aujourd'hui, dans un système où on nous vante en fait une santé mentale qui serait de s'insérer dans un système existant, on peut se demander à quoi sert le soin, en fait. Est-ce que ça sert vraiment à abréger nos souffrances ou à nous rendre plus dociles et à nous réintégrer dans des systèmes maltraitants? Et on voit bien que, je pense, finalement, la façon dont on soigne aujourd'hui en Occident participe à un ordre dominant, à un ordre capitaliste,
et n'est pas du tout là pour questionner la source de nos souffrances, mais au contraire pour nous droguer, comme vous dites, ou pour nous enfermer quand on ne correspond pas, quand on ne rentre plus dans les rouages néolibéraux. Et pour moi, le soin aujourd'hui en Occident, il a vraiment il participe à un ordre plus grand, capitaliste, patriarcal, colonial, qui décide des corps qui peuvent se réinsérer dans la société parce qu'ils sont assez valides, qui participent à creuser les inégalités. Ouais. Et vous dites d'ailleurs que chaque matin, vous prenez des comprimés et que vous ne savez pas si on vous les a prescrits parce que vous souffrez ou parce que vos comportements disruptifs ennuient la société. En quoi est-ce que pour vous, rapidement, pour que justement les personnes qui sont peut-être un peu éloignées de ces sujets-là comprennent, la santé mentale dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui est devenue un peu la cause numéro 1 du gouvernement, etc., est instrumentalisée, selon vous? Il suffit d'aller sur les sites de l'OMS ou du ministère, où en fait nos santé mentales ne sont exprimées qu'en termes de déficit. Donc on voit bien le but derrière. On prône aussi, j'ai regardé, même sur le site du ministère, on prône le développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est le néant du soin. C'est vraiment une injonction à déjà se responsabiliser sur sa santé mentale. C'est une vision ultra individualiste et néolibérale du soin. C'est un soin qui demande de se couper de son humanité, qui encore une fois se demande de réinsérer dans des systèmes maltraitants et dominants. Et encore une fois, on ne traite jamais le problème à la racine. Par exemple, je crois que c'est Albert Moukaïber que je cite, qui a écrit Neuromania et qui raconte comment en fait on drogue les individus plutôt que de questionner par exemple le système qui va faire qu'ils souffrent. Et c'est pareil en entreprise. Par exemple, dans le cas de Orange, quand il y a eu ces vagues de suicides, au lieu de se dire bon, il y a des gros problèmes aujourd'hui en entreprise, il y a des gros problèmes de management, il y a un gros problème sur la fonction même du capitalisme et comment ça aliène les individus, et on a offert des tickets psy aux employés qui restaient après ces vagues de suicides chez Orange. Donc on voit bien que cette façon-là de traiter la santé mentale, elle sert aussi. Elle sert des intérêts financiers, elle sert des intérêts pharmaceutiques, et elle sert, alors on crée des applis, on crée des gadgets, etc., qui en plus, in fine, ne sont accessibles qu'à des personnes qui sont déjà privilégiées. Donc il y a un truc à deux vitesses qui se passe, puisque plus on est privilégié, plus on peut avoir accès au développement personnel, au yoga, à tous ces soins, etc. Et moins on a de moyens, moins on a accès à ces soins. Donc ça, encore une fois, ça crée un creuset entre certaines populations. Et finalement, justement, ce que vous démontrez, la conclusion que vous en tirez de tout ça, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui de politiser la santé mentale. Sur quoi, pour vous, justement, cette politisation de la santé mentale, elle pourrait s'appuyer à un moment où, comme vous le dites, il y a cette instrumentalisation de la santé mentale aussi pour, finalement, produire des citoyens qui vont être performants, qui vont être productifs. Donc, en fait, dans le but aussi de continuer dans les rouages aussi du néolibéralisme et du capitalisme. Pour moi, il faut déconstruire le système, déjà. Parce qu'on voit que la notion du soin, elle est très calquée sur le système actuel, en fait. Et je pense que si on voit, par exemple, aujourd'hui, des Elon Musk, toutes ces personnes de Meta, etc., pour moi, c'est un peu l'exégèse de ça. C'est-à-dire qu'on est dans des visions presque transhumanistes où, en fait, on dompte notre corps pour qu'il rentre dans l'impossible. Donc la question, c'est d'arrêter l'impossible, surtout, pour que nous puissions pouvoir vivre normalement. Parce que je parle même pas de bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est une vision un petit peu bourgeoise. Pour moi, déjà, réussir à exister correctement, c'est une chose. Il faut savoir que quand même, il y a des populations qui vivent un tel degré d'intersection, d'oppression, que le simple fait de continuer à vivre, c'est une résistance. Parce que l'agonie psychique que vivent nombre de populations, les plus précaires, et notamment aussi en France, participe comme ça à faire taire des communautés, à les tuer lentement. C'est des morts invisibles, c'est des suicides, c'est des addictions, c'est des maladies. Et je pense qu'à la base, il y a, comme dit Angela Davis, comme dit Nancy Fraser, comme dit Mark Fisher, cette nécessité de sortir du cadre capitaliste et notamment dans cette vision du soin. En fait, en faire une vision politique, le soin, et réinsérer tous ces questionnements-là à l'intérieur de tous nos questionnements usuels, en fait, économiques, etc., au lieu d'en faire une vision un peu périphérique de la santé mentale, qui serait la grande cause nationale. Et qu'on traiterait à côté qu'on traiterait à côté avec des termes flous et médicaux, qui essayent un peu de flouer le fait que, en fait, ce sont nos systèmes qui sont les principales sources de nos troubles, en vérité.
Justement, c'est une des pensées centrales de votre livre, cette idée que la folie, c'est aussi une transgression à la norme qui dérange et que ceux que l'on désigne comme fous sont peut-être les plus lucides. Vous écrivez « J'ai toujours considéré de toute façon les fous et folles comme porteurs ou porteuses de vérité, car elles sont plus poreux au monde ». Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, c'est-à-dire que comment est-ce que vous êtes arrivé à cette pensée-là ? Moi, je pense qu'il est anormal de se sentir bien aujourd'hui. Parce que ça voudrait dire qu'on se coupe de tout socialement. Après, l'histoire des troubles, elle est différente en fonction des troubles qu'on a. Par exemple, le trouble bipolaire dont je suis atteinte, que j'ai en fait, par exemple, on n'est pas certain de ses racines. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas du tout... je veux re-questionner tout ça aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a donné ce diagnostic ? À quoi ça sert ? Pourquoi finalement on me donne... pourquoi on me drogue aussi ? Pourquoi on me donne ces pilules-là, etc. Toutes ces questions-là sont des questions qu'on ne questionne plus. On va vers la psychiatrie et c'est comme ça. On va de plus en plus vers la contention, l'enfermement, les camisoles chimiques, etc. Et on ne questionne plus ça. Alors qu'il y a eu plein de courants de pensée qui ont fait déjà des personnes atteintes de troubles psychiques des voies politiques, qui ont observé et qui ont essayé aussi d'autres choses. Par exemple, notamment, ils ont déconstruit la relation entre soignants et soignés. Ils ont créé des espaces plus libres, plus ouverts, moins enfermants, etc. Donc, il y a énormément de... Encore une fois, quand on voit le soin d'un point de vue politique, il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que ces diagnostics-là, etc., ils sont importants pour certaines personnes parce que c'est un handicap, ce dont on souffre. Mais je pense qu'il faut aussi questionner d'où ils viennent et laisser ces questions un petit peu ouvertes. En fait, si vous voulez, il y a une bible des psys qui s'appelle le DSM et qui a suivi les époques. Et on voit que tous les diagnostics et les troubles qui se trouvent dans ce DSM, en fait, suivent l'ordre social, en fait. C'est-à-dire que si vous cherchez, en fait, par exemple, les personnes LGBTQIA+, ont été traitées de malades mentaux jusqu'aux années 70, en fait. Donc, on voit que cet ordre psy a aussi participé à catégoriser des gens qui, en fait, étaient tout à fait normaux et à en faire des personnes atteintes de troubles, etc. Encore aujourd'hui, en Europe, on a des thérapies de conversion, comme si... finalement, l'homosexualité était une forme de maladie. Ça perdure, quoi. Ça perdure, et puis on voit que à travers les époques, évidemment, qui a été majoritairement mis dans les asiles, qui a été lobotomisé majoritairement, ce sont les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles dérangeaient l'ordre patriarcal. Les femmes étaient quand même enfermées au XVIIe siècle, au XVIIIe, parce qu'elles se rebellaient contre leur mari. Même jusque dans les années 70, elles étaient enfermées par leurs proches parce qu'elles étaient lesbiennes. Les personnes noires, les militants notamment, ont été diagnostiqués de schizophrénie parce que justement ils se battaient pour les droits civiques. Donc il y a une relation entre cet ordre psy et ces diagnostics et quand même cette vision de la folie qui a traversé les époques et qui a enfermé des personnes qu'on considérait anormaux et anormales. Donc c'est pour ça que cette notion de folie, elle est intéressante finalement, parce que ce qu'on dit de fou aujourd'hui, ce sont les personnes atteintes de troubles psychiques. Il y a encore cet imaginaire psychophobe et discriminant derrière nos troubles. Mais en vérité, le terme de folie, il est beaucoup plus large et il recouvre toutes les personnes qu'on a voulu enfermer derrière une forme de normalité dans des asiles, etc. Voilà. Oui, et c'est aussi plus insidieux aujourd'hui, c'est ce que vous dites, hein, il y a un enfermement métaphorique en quelque sorte à travers des termes, à travers une stigmatisation, mais il y a encore aussi des enfermements en prison et même notamment en Europe par exemple, où au Royaume-Uni il y a une répression judiciaire très forte et il y a même aujourd'hui, à l'heure où on parle, des dizaines de militants qui ont fait de la désobéissance civile sur le climat pour alerter sur le chaos climatique ou encore le génocide à Gaza qui sont qui ont 20, 30 ans et qui sont en ce moment même en prison au Royaume-Uni. Pour moi, l'ordre psychiatrique, en fait, c'est un continuum de l'ordre carcéral, en fait. Pour moi, c'est deux espaces qui se répondent, en fait. Parce qu'encore une fois, ça répond à un ordre moral de ce qui est fou et folle et anormal et anormal. Parce que si on apprenait, par exemple, à se dire que la schizophrénie faisait partie de notre société et que les gens schizophrènes vivaient avec nous et qu'on apprendrait leur langage, on les considérerait pas comme fous. En fait, tout est une question de perception. C'est pareil sur la notion de folie qu'on attribue aux personnes désobéissantes civiles. Ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'on a appris à normaliser un système qui est quand même complètement fou et destructeur, qui est le système capitaliste, qui est complètement irrationnel, le système colonial, patriarcal. On a appris à normaliser ça. En revanche, dès que quelqu'un l'interrompt avec un acte de désobéissance civile, quel qu'il soit, c'est lui qui va être pathologisé et psychiatrisé par les médias, par le gouvernement, et c'est systématique.
dans leurs conversations, dans leurs propos. On a des cas, j'en parle dans mon livre, des cas probants de personnes qui ont été tuées même parce qu'ils étaient considérés comme fous, dangereux pour la société, alors que c'est des personnes qui avaient des points de vue tout à fait normaux. Oui, vous insistez aussi sur le fait que justement, dans les luttes de gauche féministes décoloniales, la plupart, notamment des écrivains, des écrivaines qui ont alerté sur ces questions, ont été perçus comme fous ou comme folles, et que il y avait toujours ce stigmate de la folie pour décrédibiliser en quelque sorte. Vous dites, pour revenir à votre parcours en quelque sorte, vous dites que vous avez réalisé que la réparation pour vous, elle se trouvait dans le champ politique, en entrant en résistance, et quand vous mentionnez les actions de désobéissance civile auxquelles vous avez pris part pour alerter sur ce qui se passait à Gaza, donc notamment en collant des affiches clandestinement la nuit. Vous écrivez « À travers la Palestine, nous défendions une vision de la solidarité et du soin qu'il fallait porter à l'autre, un désir fort que nos sociétés retrouvent la raison, quittent l'irrationalité capitaliste pour revenir aux besoins humains essentiels. » Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous réalisez à ce moment-là que les personnes qui constituent votre groupe sont toutes marginalisées dans la société, qu'elles sont toutes au banc de la société, et que c'est peut-être aussi ça qui les a poussés à s'engager aussi fortement. Oui, en fait, sans vouloir romantiser les gens qui ont des troubles, parce que je sais que c'est un handicap pour le vivre moi-même, en fait, je pense que quand on est marginalisé à cause de nos troubles, qu'on souffre en permanence, qu'on est aussi des espèces de personnes errantes entre les sections psychiatriques, en fait, on observe la norme. Et c'est un espace de pensée. La vulnérabilité, c'est des penseuses comme Audre Lorde qui en parlaient, c'est des espaces de savoir, c'est des espaces de connaissance. Et je pense qu'il ne faut pas dévaloriser ça, qu'aujourd'hui, le savoir, notamment sur la santé mentale ou la réparation, il vient des minorités, en fait. D'ailleurs, historiquement, quand on lit, il vient des minorités. Il vient de Fanon, il vient de... pourquoi ? Parce que ces gens ont tellement souffert et ces gens ont tellement subi le système qu'ils l'ont observé sur toutes ses coutures et qu'ils le connaissent. Et donc, je pense que nos souffrances sont des espaces de connaissance. Donc, c'est pas anodin que de nombreuses personnes issues d'ailleurs de la psychiatrie ou des médecins ont alerté sur Gaza. Je pense notamment à Gabor Maté. Je pense il y a eu beaucoup de cas comme ça de personnes psychiatres qui se sont exprimées immédiatement sur Gaza parce que je pense que Gaza. Et vous dites aussi que des personnes qui avaient pensé la question du soin depuis des années étaient aussi les premières à alerter, comme Judith Butler. En fait, il y a beaucoup de penseurs du soin et penseuses du soin. Quand on regarde, en fait, dans la pensée actuelle, elle est assez centrale, cette notion du soin. Par exemple, chez Judith Butler, elle a écrit beaucoup de livres là-dessus, notamment à quel point nous étions interconnectés en tant qu'individus. C'est-à-dire à quel point, et depuis la pandémie surtout, on a vu à quel point un virus qui commençait en Chine pouvait décimer des gens de notre famille en France, et à quel point c'est une hérésie totale de penser que le soin doit être individualiste, puisque nous sommes des entités connectées. Et je pense que Gaza a été un peu l'exégèse de ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors que nous étions l'année de la santé mentale en France, en tout cas cette année, on observait un génocide qui était perpétué avec les armes envoyées par nos pays, donc nous avions un lien direct avec ces personnes, et notre liberté, du coup, c'était assez visible, en fait, s'érigeait sur leurs cadavres et sur leurs morts, en fait. Donc on était en train de parler de santé mentale positive, et puis on voyait des enfants se faire démembrer à Gaza. Ça n'avait aucun sens. Et pour moi, c'était vraiment l'apologie du capitalisme sauvage, c'est-à-dire que pour des raisons économiques, pour des raisons géostratégiques, on peut désormais tuer des enfants, on peut normaliser des morts massives. Et je crois qu'on est arrivé à un point culminant que plus personne ne peut accepter. On est arrivé à un point de non-retour, quoi. Oui, vous parlez notamment justement dans ce passage d'un choc face à l'état du monde et une impossibilité de revenir en arrière, et d'une certaine manière aussi une incapacité de plus en plus grande, et ça je pense que c'est un ressenti qui est quand même de plus en plus large malheureusement, à intégrer le système tel qu'il est, quoi, à avoir presque envie de faire sécession et à pas trop savoir comment faire. C'est pour ça que je parle beaucoup de sortir du cadre. Aujourd'hui, on doit tout réinventer. Il faut vraiment sortir de ce cadre, parce que ce cadre est en train En fait, la rationalité qu'on a imposée à travers les époques, en fait, par qui elle a été inventée, cette rationalité ? Beaucoup de féministes en parlent. Mona Chollet en parle, Silvia Federici en parle. En fait, beaucoup de grandes féministes en parlent. Cette rationalité, c'est une rationalité patriarcale, coloniale, qu'on nous a imposée, en nous disant ça, c'est raisonnable. Ça, c'est le cadre.
Okay, et donc, ça fait des années qu'on suit ce cadre en allant de plus en plus vers une folie complètement destructrice. Et donc, aujourd'hui, il faut complètement détruire ce cadre. Et ça peut paraître fou, puisqu'il y a tout à refaire, il faut tout réimaginer. Donc, ça paraît effrayant par rapport à un cadre familier. Mais c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et pour revenir juste sur Gaza, je trouve que ce qui a été assez probant là-dessus et sur la notion de soin, c'est que en fait, on est arrivé à un soin tellement individualiste où en fait, on imagine qu'elle est mieux, le bien-être, c'est se couper de l'autre, que l'autre devient même une obstruction à son bien-être qu'on a envie de neutraliser. Et assez étrangement, les personnes qui ont exprimé les propos les plus violents sur les réseaux sociaux étaient des yogis. Il y a même eu un article là-dessus dans The Guardian, je crois, des yogis ou des profs de pilates, etc. Parce que à un moment donné, vous formez un tel cocon autour de votre bien-être que, en fait, votre bien-être dépend presque de la neutralisation des autres, parce qu'il faut obstruction à votre bien-être. Et donc, je crois qu'on arrive à l'apologie, à l'extrême absurdité du soin capitaliste, en fait, qui est de tuer l'autre pour son propre bien-être. Et à la fois, ce qui est compliqué dans ces injonctions, à la fois à prendre soin de soi en coupant des autres, en coupant des réseaux sociaux, etc., c'est que parfois, c'est aussi nécessaire pour préserver sa santé mentale aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, être en prise en permanence, et on le sait toutes les deux en tant que journalistes, avec l'état du monde, c'est pas toujours évident. Il y a des moments où on a aussi besoin quand même, pas forcément dans une conception du soin capitaliste, mais de juste couper un instant parce que c'est trop, quoi. On sature. Oui, je pense que l'important, en fait, c'est dans la lutte, c'est d'aller bien aussi. Donc ça, c'est les notions de self-care. Elles ont été développées par beaucoup de féministes noires, notamment justement Audre Lorde et Bell Hooks, que je cite beaucoup dans le livre. Et elles parlent beaucoup de self-care au service de la lutte quelque part. C'est-à-dire que déjà pour elles, en tant que femmes noires, exister est une résistance en soi, et prendre soin de soi est une résistance en soi. En tant que femme, en tant que minorité, quand on vit des multiples agressions, prendre soin de soi est un acte politique, parce que la société a envie de nous mettre à terre. On ne sera bon et bonne dans la lutte qu'à travers ça, et en créant aussi des espaces où on réfléchit à la notion de soin, même dans nos espaces militants ou nos espaces journalistiques. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas une notion abstraite que nous devons défendre, c'est une notion que nous devons appliquer aussi à nos cercles, en créant des espaces, des groupes, des réflexions sur le sujet. Voilà, je pense que ce qui est encore assez peu présent. Alors, dans les milieux journalistiques, on n'en parle pas, mais même dans les milieux associatifs, il commence à y avoir des réflexions là-dessus, mais ça reste encore quand même assez marginal, quoi, malheureusement. Oui, à Sarah Durieux, il y a plusieurs personnes qui ont écrit là-dessus sur c'est la violence des cercles militants. La violence des cercles journalistiques, c'était mon deuxième livre. Oui. D'ailleurs, la violence que j'ai vécue dans le monde journalistique m'a beaucoup menée à questionner les notions de santé mentale, parce que il y avait une forme d'absurdité à écrire sur la santé mentale, à écrire sur le féminisme, mais vivre la violence managériale à l'intérieur. On était vraiment, encore une fois, dans une absurdité un peu capitaliste, quoi. Donc, ça devient des gros titres, ça devient du branding, mais c'est pas appliqué à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas une notion abstraite, le soin, il faut qu'elle perce à tous les niveaux. Vous l'avez un peu évoqué, donc le wokisme a quand même été beaucoup instrumentalisé ces dernières années pour incarner la folie. Vous citez des articles de Valeurs Actuelles qui parlent de la folie woke, autopsie d'une idéologie destructrice, de l'Observatoire d'éthique universitaire, avec un texte qui dénonce la culture de la victimisation, la bien-pensance, qui parle de folie dissimulée. On voit que malgré les années qui passent, il y a quand même toujours cette volonté de pathologiser toutes celles et ceux qui remettent en question l'ordre établi et qui résistent au système de domination. Enfin, ça ne bouge pas, quoi. Non, c'est parce que c'est hyper efficace, en fait. C'est-à-dire que vraiment, le terme de folie, il faut savoir qu'en fait, on est dans des sociétés très psychophobes. C'est-à-dire que les gens ont très peur de la folie. Ont très peur de devenir fous. Enfin, voilà, ils ont très peur de la folie. Donc, en fait, c'est un peu l'insulte suprême et qui va disqualifier vos actions politiques immédiatement. Encore une fois, on va opposer l'irrationalité à la rationalité. D'ailleurs, Emmanuel Macron sait très bien le faire, en général. Et on va ériger des faits et gestes des militants
en systèmes globaux. Par exemple, les médias vont accentuer sur le fait le déboulonnage de statues, comme si tous les woke se rassemblaient le soir pour aller déboulonner des statues. Bon, déjà, il y a eu des déboulonnages de statues, mais ça caractérise pas le mouvement woke. Et en plus, déjà, il y avait une bonne raison pour ça, et donc ils vont comme ça accentuer sur des trucs spectaculaires pour faire peur, en fait. Parce que l'idée, c'est la peur, l'idée, c'est la tension. C'est comme ça que s'installe le fascisme. Et là aussi, il y a une instrumentalisation de la part de nos dirigeants. C'est que, quand même, il faut savoir que nos dirigeants instrumentalisent nos psychismes. Alors, ils parlent de santé mentale, mais entre la propagande, entre tous les mots hyper violents qu'ils servent sur certaines communautés, il y a une volonté, quand même, de nous dégrader psychiquement et de nous maintenir la tête par terre, quand même. Et donc, le wokisme, ça fait partie du paysage de la peur. Il y a aussi le fou musulman qui marche bien. Alors, lui, donc, on prend, surtout depuis le 11 septembre, ça, c'est une autrice qui s'appelle Shaista Patel qui l'a développé, mais en gros, les personnes musulmanes sont vues sous le joug de l'irrationalité face à la rationalité occidentale. Donc, c'est ce que disait Edward Said, l'opposition qui est faite entre Orient et Occident. Voilà. Donc ça, c'est assez fort pour disqualifier absolument toutes les voix de personnes musulmanes. Donc, voilà, encore une fois, on joue sur la psychophobie pour disqualifier les actions politiques qui sont pourtant tout à fait normales. Mais est-ce que vous pouvez développer justement sur ce que dit Edward Said sur tous les actes de résistance qui, s'ils viennent de personnes noires ou musulmanes, sont généralement réduits à la folie? En fait, c'est faire prévaloir une rationalité qui est une rationalité occidentale, qui est civilisée, face à des actes. C'est-à-dire que l'Occident peut détruire, coloniser les personnes musulmanes, elle peut les humilier en permanence, être extrêmement islamophobe, mais quand une personne musulmane va répondre, même, je veux dire, verbalement, elle va être immédiatement taxée d'irrationnelle. Parce que ça serait trait à sa culture. Sa culture serait irrationnelle. En fait, c'est une sorte de fantasme. C'est ce que parlait Edward Said, cet orientalisme où on place des figures derrière les personnes musulmanes, etc., alors que c'est complètement faux. Et donc, on voit encore une fois que c'est utilisé dans certains cas aussi, le terme de folie pour disqualifier, et dans d'autres, c'est intéressant parce que quand c'est des hommes blancs, par exemple, qui vont commettre des actes terroristes, là, on va utiliser la folie aussi, mais plus pour faire en sorte qu'on oublie l'idéologie derrière, qui est en fait une idéologie qui est au sein des gouvernements et qui est au sein des pays et qui est bien réelle. Par exemple, pour l'acte terrorisme en Norvège, on avait dit que Breivik, c'est ça, était fou, mais c'était pour éviter de voir qu'en fait, c'était un acte suprémaciste. Donc, il y a cette notion de folie, elle sert à beaucoup de choses, en fait. Elle sert à disqualifier les personnes qui vont avoir des actes politiques forts, mais qui s'inscrivent dans les droits humains. Je pense à Greta Thunberg, qui est tout le temps traitée sur des termes psychiatriques. En plus, elle est autiste, donc... et qui est qualifiée d'enfant illuminé, de folle. Exactement. Et donc là, ça va avoir c'est pour disqualifier son action, et ça va être utilisé aussi pour des terroristes blancs, pour qu'on ne voit pas derrière l'idéologie suprémaciste et que on ne voit pas qu'en fait c'est tout à fait rationnel pour eux. En fait. Voilà. Et comment ils en sont arrivés là. Et vous évoquez aussi d'ailleurs le salut nazi d'Elon Musk, où pendant quand même des semaines, on a entendu sur les plateaux télé que c'était à cause de sa neuroatypie et de son autisme, qu'il ne s'était pas vraiment rendu compte de ce qu'il était en train de faire, quoi. Alors ça, c'est encore un autre courant que j'ai découvert qui était assez intéressant par des militantes autistes, justement. Donc il faut savoir déjà que l'autisme, parce qu'il faut aussi parler de la représentation des troubles psychiques, les représentations de santé mentale sont uniquement blanches. D'ailleurs, je suis blanche, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple sur l'autisme, c'est beaucoup d'hommes blancs qui représentent l'autisme. Donc on a même, nous, en tête cette figure-là, ce qui permet de doter du paysage les personnes autistes noires, les personnes autistes, voilà. Et Elon Musk, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il instrumentalise carrément son autisme à des fins suprémacistes. Parce qu'il se dit Asperger. Il faut savoir que Hans Asperger était un pédopsychiatre qui effectivement a parlé d'autisme, mais qui a aussi envoyé des personnes autistes dans des camps de la mort nazis. Donc quand il fait cette référence, il fait une référence eugéniste.
Et il fait partie d'un courant qu'on appelle les Aspie Supremacy, les suprémacistes Aspie, qui font prévaloir, qui utilisent leur autisme à des fins suprémacistes. Vous faites aussi référence à quelque chose qui revient beaucoup quand on étudie un peu l'histoire du féminisme, mais qui me semble important à mentionner parce que c'est souvent réactivé, à la folie, à l'hystérie supposée des femmes, qui a été popularisée par Freud, on le remercie. Et finalement, ça, c'est un discours qu'on a beaucoup retrouvé depuis MeToo. On peut citer notamment Éric Dupond-Moretti qui disait notamment il y a aussi des folasses qui racontent des conneries. C'est une sorte de stigmate qui reste aujourd'hui. Vous citez aussi Bell Hooks qui dit la folie était la punition pour avoir trop parlé si vous étiez une femme. Oui, Bell Hooks, j'adore cette phrase d'elle parce que quelque part aussi, en évoquant la folie, notamment pour les femmes, je trouve qu'il y a une façon de faire planer la peur de l'enfermement. C'est-à-dire que quelque part, quand on est une femme, on sait qu'il y a un moment où, si on exprime trop notre rage, si on sort trop du cadre, on peut être enfermé. Ça a été le cas avant. Pourquoi ce ne serait pas le cas aujourd'hui ? Ça l'est toujours. Hein. Il y a le retour de la contention en psychiatrie. Je crois que 76 000 personnes en 2022 qui ont été enfermées. Quand on voit les chiffres, ce sont majoritairement des femmes qui ont été lobotomisées, par exemple. Ce sont elles qui sont particulièrement médicamentées. Donc il y a une question quand même derrière. Est-ce que, en nous traitant de folles, il n'y a pas un désir justement de nous psychiatriser pour nous enfermer ? Est-ce qu'on ne laisse pas planer du coup un ordre patriarcal supplémentaire en disant toi tu es folle, tu vas finir enfermée? C'est quelque chose qui plane quand même et qui est très utilisé. C'est une forme de menace en fait sur le fait qu'il ne faut pas qu'on parle trop, il ne faut pas qu'on soit trop en colère, qu'on ne déborde pas du cadre, sinon nous serions folles. Alors que franchement, il y a de quoi justement devenir folle. Enfin, il y a de quoi déborder du cadre amplement. Et au contraire, il est plutôt anormal de rester sereine face à ce qui nous arrive. Oui, vous citez le sociologue Eric Fromm qui dit l'être aliéné est l'être normal de nos sociétés industrielles et développées, et vous expliquez que notamment au 19e siècle, au 18e siècle, que finalement la véritable folie pour beaucoup de femmes, c'était d'accepter le rôle que leur donnait la société, parce que en 1838, notamment par exemple, vous citez cet exemple, il y a eu une loi sur les hôpitaux psychiatriques qui a été détournée pour interner des femmes à des motifs assez délirants comme le refus de faire le ménage, la lecture de romans, le refus du devoir conjugal ou agitation politique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Oui, blasphématrice. Il y a vraiment des histoires assez folles. Il y a eu des livres, d'ailleurs, sur le sujet où les femmes sont enfermées parce que, juste, elles se rebellent contre leur mari. Donc, on voit bien ce qu'il y a derrière. Et tout à l'heure, j'en parlais un peu, mais il y a eu aussi toute cette vague d'enfermement des militants noirs américains pour les droits civiques dans les années 50-60, où on a prôné une sorte d'épidémie de schizophrénie ou de psychose noire chez les militants des droits civiques. Et donc, il y a toujours cette menace qui plane. Il y a aussi le rôle des politiques dans tout ça. Vous en avez un peu parlé sur justement des personnalités comme Emmanuel Macron qui se considèrent comme les êtres raisonnables et sensés. Vous expliquez aussi que Donald Trump n'est pas arrivé au pouvoir totalement par hasard. Et on a l'impression que tout ça se cadre aussi avec justement des médias dominants qui créent en permanence des distinctions. On en a un peu parlé entre les personnes raisonnables et les personnes irrationnelles et qui, vous le dites, humanise les personnalités au pouvoir, alors que les victimes du capitalisme sont des masses indistinctes, sans identité et sans visage. Et vous parlez justement de l'exemple de Luigi Mangione, qui a assassiné en décembre à New York Brian Thompson, le patron du plus gros assureur santé américain, pour se venger des dérives du secteur et de tout le traitement médiatique en fait qui a été fait de cette affaire. Ce qui est terrible avec le cas Luigi Mangione, c'est qu'en fait, il nous appelle à réfléchir aux notions de soins en tuant. Et en même temps, il reproduit ce que fait la société capitaliste, c'est-à-dire un soin qui tue. Et donc, lui, il a tué un assureur, partant du principe que les assureurs tuaient 50 000 personnes, je crois, aux États-Unis par an. Et c'est le cas de Luigi Mangione, il est intéressant parce que, en fait, encore une fois, il interrompt un système qui est complètement défaillant, complètement irrationnel, avec un geste que je ne cautionne pas, mais qui pourrait paraître rationnel. Il a écrit un manifeste qui est tout à fait lucide sur l'état du monde, et évidemment, c'est lui qu'on va sanctionner. Bon, après, c'est un meurtre, mais donc je suis pas pour, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on apprend à normaliser ce qu'on appelle les slow violence.
c'est-à-dire les morts lentes, c'est-à-dire les morts justement du système médical américain, mais aussi français, de l'exploitation, de la colonisation, donc toutes ces populations qui meurent dans un silence complice. Parce que Rob Nixon appelle ça les slow violence. La violence lente, qu'il qualifie comme une violence qui se produit progressivement et hors de vue, une violence de destruction différée qui est dispersée dans le temps et l'espace, une violence d'usure qui n'est généralement pas considérée comme de la violence du tout. Voilà, une violence larvée et continuelle, permanente, qui crée des traumatismes, qui crée des troubles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attend de toutes ces populations cette mort lente, en fait. On n'attend aucun acte de rébellion. On n'attend aucune réponse. C'est des gens qui sont condamnés. Et quand cet acte de réponse arrive, et encore une fois, je ne suis pas en train de le cautionner, mais quand cet acte de réponse arrive, on le trouve spectaculaire et on a peur, parce que les médias génèrent cette peur, et on ne questionne pas du tout ce que ça vient interrompre. Mais qu'est-ce que ça vient interrompre ? Et tout ce livre, il est là, justement, il est sur décadrer de l'individu qu'on trouve fou parce qu'il interrompt la norme vers la folie de la société. Et je pense que c'est important, c'est ce que fait Luigi Mangione, de façon la plus violente qu'il soit, c'est ce qu'a fait aussi Daniel Craven, qui est une personnalité dont je parle dans le livre, qui a détourné un avion pour s'opposer à la sortie du film Rabbi Jacob et qui a été assassiné pour ça. Et elle, c'est pareil, elle avait écrit un manifeste tout à fait raisonnable où elle disait que le film Rabbi Jacob allait faire un creuset entre les communautés en pleine guerre de Kippour. Elle était pour la Palestine, elle était écolo et elle a détourné un avion pacifiquement et on l'a abattue d'une balle dans la tête. Oui, alors que vous dites sur les rapports qu'en fait elle n'était pas armée et qu'elle n'avait pas, elle avait gardé que le pilote et le commandant de bord et qu'elle avait fait en sorte que tous les passagers sortent de l'avion, enfin que c'était pas, en tout cas que c'était pas quelque chose de meurtrier quoi. Non, elle était pacifiste et même l'équipage ont témoigné de ça. C'est-à-dire qu'elle avait une carabine mais qui n'était même pas en joue, elle a laissé descendre tous les passagers. Donc elle était clairement là juste pour faire entendre sa voix, pour interrompre un système complètement fou. On était à l'époque, donc c'est dans les années 70, c'est en 73, on était quand même sous Pompidou. Elle dit, je veux plus de cette société-là. Elle écrit un manifeste, elle dit, ça suffit, il faut être écolo, il faut que les communautés, il faut gérer la colonisation au Moyen-Orient, etc. Donc elle dit des choses tout à fait vraies et elle va, au lieu de l'arrêter, le préfet décide de lui tirer une balle dans la tête. Un tireur d'élite va arriver dans l'avion alors qu'elle a fait descendre tous les passagers et il va la tuer. Et c'est un féminicide d'État, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il n'y avait aucune raison. Et le propos du préfet à l'époque, de dire « c'est une folle, nous l'avons abattue ». Et tout le monde dit « ah bah ok, c'est bon ». Et donc, on voit bien que cet exemple, je trouve qu'il est assez probant, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, c'est quelqu'un qui interrompt une folie destructrice avec un acte certes spectaculaire, mais pas plus spectaculaire que notre société destructrice promet. Et c'est elle qui est abattue. Un extraordinaire détournement d'avion en France, entre Paris et Nice, à bord d'un Boeing d'Air France. L'étrange pirate de l'air a été abattu par des policiers déguisés en bagagistes. Au commandant de bord, elle fait parvenir une lettre de 3 pages dans laquelle il n'est question que du Proche-Orient, propos décousus émanant d'une illuminée, diront plus tard les services de police. Il y avait légitime défense. Ah oui, parce qu'un de mes hommes a été mis en joue et il y avait l'avis du steward. On peut se demander s'il était indispensable d'intervenir aussi rapidement et si le temps, mieux que la force, n'aurait pas aidé à venir à bout de cette jeune femme de 35 ans. Et ça fait même pas les gros titres des journaux, en fait. Et en dépolitisant aussi son acte, parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, derrière les revendications politiques, la lettre qu'elle avait écrite n'est jamais sortie dans les médias, que ça n'a pas eu l'impact qu'elle aurait pu espérer avoir dans le débat public, même à cette époque, quoi. Oui, de toute façon, c'est le grand jeu des médias, hein, c'est à chaque fois de psychiatriser, alors que ce qui est intéressant, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que beaucoup d'écrivains ont aussi fait le bilan psychique de nos dirigeants, notamment Trump, par exemple, qui se présente lui aussi comme une personne qui va remettre de l'ordre dans le pays. Les mots sont toujours là. Macron, lui, est le président de la raison, etc. Et pourtant, beaucoup de psys se sont engagés, ont fait des tribunes en disant que c'est des personnes qui n'étaient pas aptes
à gouverner. Alors moi, je suis pas pour la psychologisation de tout, mais je trouve intéressant de se demander si finalement, dans un système qui part à la dérive complètement, les gens qui sont au pouvoir ne sont pas les personnes les plus désaxées, en fait, et celles qui arrivent à maîtriser ce chaos parce qu'elles-mêmes, elles y participent. Et on voit que, si vous voulez, le pouvoir s'est tellement construit sur des mensonges, parce que pour couvrir les systèmes coloniaux, les systèmes patriarcaux, il faut mentir en permanence. Et en fait, les gouvernants ont tellement menti à travers les époques qu'ils sont arrivés à un point de mensonge ou même se perdre dans ce mensonge-là, et ça crée une forme d'irréalité totale qui nous plonge dans une forme de folie parce qu'on ne sait plus où on est. C'est-à-dire que on voit Gaza, on nous dit que non, il n'y a pas de génocide. Enfin, eux-mêmes n'arrivent même plus à suivre leurs propres mensonges, et donc on se retrouve avec des bonimenteurs, des personnalités écrans qui nous gouvernent et qui nous font croire qu'ils sont la raison. Et c'est intéressant parce que c'est très prégnant dans leur discours, alors qu'ils soutiennent au contraire un mensonge pour couvrir une folie totale. Donc oui, cette notion de psychiatrie, elle est aussi très utilisée pour parler des dirigeants aujourd'hui. Et vous parlez aussi de déconnexion totale avec la réalité, ce qui justement est aussi un peu dans ce concept de la violence lente, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un monde où les chaînes de responsabilité sont de plus en plus invisibilisées, et une personne qui va mourir au Bangladesh à cause de la montée des eaux par exemple, ou à cause d'inondations au Pakistan, on ne fera jamais le lien avec des multinationales fossiles qui continuent à accélérer la catastrophe climatique, alors que le lien pourrait être fait. Enfin, c'est notamment par exemple ce que peut dire un penseur comme Andreas Malm sur la nécessité en fait de relier ces événements-là les uns entre les autres. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce que vous dites dans le livre, c'est que le meurtre de Luigi, enfin l'acte de Luigi Mangione a pour vocation à recréer ce lien-là, même s'il est extrêmement violent. Il questionne qui est fou au final. Et est-ce qu'on ne doit pas interrompre au contraire ce système, et puis surtout qu'est-ce qu'on est amené à croire, qu'est-ce qu'on nous fait croire. Dans le livre, je parle aussi beaucoup de la propagande, de l'instrumentalisation de nos peurs, de nos traumatismes, pour nous laisser croire des choses qui sont fausses. En fait, parce qu'il y a quand même si vous voulez, la psychologie sociale, elle a été instrumentalisée très tôt par les gouvernements, notamment les gouvernements américains, pour amener les foules à faire croire que nous étions dans le bon droit. Elles ont emmené des populations à la guerre. C'est la propagande qui a instauré l'American Dream. C'est le neveu de Freud, Edward Bernays, qui était le roi de la propagande. Et il y a beaucoup de chercheurs qui disent aujourd'hui, quand même, puisqu'on parle de santé mentale, parlons par exemple de l'impact de l'instrumentalisation de nos psychismes et de nos traumas par les dirigeants, en fait. L'impact de la propagande, notamment. On l'a vu même ces derniers mois, en fait. Tout ça génère quand même des flux d'émotions qui sont instrumentalisés par nos dirigeants et qui, encore une fois, jouent sur nos peurs, jouent sur nos traumatismes, jouent sur un ensemble de choses pour installer des récits frelatés. Oui, vous mentionnez notamment la stratégie du choc de Naomi Klein qui montre que en fait c'est nos paralysies face à un certain nombre de chocs économiques, sociaux dont se servent un certain nombre de dirigeants pour essayer d'infléchir la marche du monde et d'imposer leur agenda. Justement sur cette question de l'instrumentalisation des traumatismes, vous écrivez « Sans que nous le sachions, nos plus grands drames, nos colères, nos émotions sont des armes qui peuvent être utilisées contre nous. » Oui, c'est des flux. C'est des flux qu'utilisent les dirigeants, et les réseaux sociaux en plus exacerbent ces flux. Naomi Klein, elle a beaucoup traité des traumatismes dans la stratégie du choc. Effectivement, elle montre comment, dans des moments de choc total des populations, c'est là que les dirigeants vont faire passer des lois, etc., vont utiliser ces moments de choc collectif pour faire passer le pire. Mais elle a aussi beaucoup analysé le traumatisme des personnes juives et des personnes israéliennes, par exemple, pendant ce qui s'est passé ces derniers mois, et à quel point on a bâti des murs autour de ce traumatisme, à quel point on a exacerbé le devoir de mémoire pour que les personnes israéliennes ne puissent plus avoir aucune place dans leur cœur pour la souffrance des Palestiniens et des Palestiniennes. Il y a aussi une instrumentalisation des traumatismes et des uns et des autres qu'on va plutôt mettre en avant pour faire passer un message politique. D'autres, par exemple, les traumatismes palestiniens, on va toujours l'évoquer en termes humanitaires, comme si c'était une fatalité, ce qui va enlever toute sa notion politique.
Alors que le traumatisme israélien va avoir une vraie place, une vraie identité, on va vraiment l'identifier, on va mettre des mots et des personnes dessus, etc. Encore une fois, ça fait partie, malheureusement, des cartes en main de nos dirigeants pour gouverner le monde, la peur, les traumatismes, la souffrance, etc. Vous mentionnez aussi d'ailleurs le traumatisme du 11 septembre qui a permis derrière qui a été instrumentalisé pour lancer la guerre en Irak dans un moment de choc de toute la population américaine. Quoi. Oui, c'est Judith Butler qui l'analyse d'ailleurs dans un ouvrage qui raconte comment on a réussi à amener les gens à penser que cette guerre en Irak, qui n'avait aucun sens, était en fait complètement rationnelle en jouant sur leur peur et leur traumatisme liés au 11 septembre. Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que vous évoquez le fait qu'il y a de plus en plus, les troubles psychiques sont de plus en plus dans le débat public, mais qu'il y a de plus en plus d'autodiagnostics qui aussi peuvent être critiqués par certaines forces conservatrices ou certains médias en disant oui, ça va, on met des noms sur tout, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui a du mal à apprendre à l'école et c'est pas forcément des troubles de l'attention, etc. Et en même temps, vous dites que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, par exemple, d'autodiagnostics de TDAH, donc de troubles de l'attention, et que ça reflète quelque chose, en fait, pour beaucoup de jeunes, de trouver un sens, finalement, à une difficulté d'adaptation dans le système, à peut-être des échecs, etc. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Est-ce que vous pouvez développer un peu? Parce que je trouve que ça raconte quelque chose d'un autre point de vue, parce qu'on a tendance à quand même beaucoup entendre aujourd'hui plutôt une critique de ça, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se joue derrière. J'ai l'impression que tout le monde se sent défaillant dans ce système, en fait. C'est pareil sur le terme d'hypersensibilité. Ça voudrait dire quoi, en fait? Ça voudrait dire qu'on est trop sensible par rapport à la société. C'est plutôt positif. Il me semble que c'est pas péjoratif. Et je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, cherchent des diagnostics, beaucoup de jeunes notamment, pour mettre des mots sur un mal-être qui est social et qui est systémique. Donc il y a effectivement les autodiagnostics de TDAH, il y a cette notion d'hypersensibilité qui aussi, quelque part, est une façon de mettre des mots péjoratifs, ou en tout cas d'exagération, sur des sentiments tout à fait, ou des ressentis tout à fait normaux, et des émotions, comme si on condamnait les émotions. En fait, il y avait quelque chose d'un peu suspicieux. Et encore une fois, ça participe aussi à une sorte d'idée que aller bien, c'est être quelqu'un de presque désincarné, en fait. Déshumanisé, qui n'a plus d'émotions, qui est coupé du monde, qui n'a aucun problème d'adaptation. Moi, je pense qu'au contraire, quand tous ces gens disent « nous sommes défaillants, nous sommes inadaptés », il y a un acte politique derrière. Il y a une volonté de dire, en fait, on peut plus là, on peut pas. Et je pense que tout le monde n'a pas la possibilité de militer. Donc pour moi, c'est une forme de discours aussi que de se dire défaillant. Oui, et presque aussi une forme de façon de vouloir survivre qui est un peu en opposition avec ce que vous racontez aussi sur vos proches, par exemple, qui se disent très engagés, mais d'une certaine manière ont pour principale rationalité la question du confort et de l'argent et ne veulent pas sortir du cadre, en fait. Et c'est toujours de s'arranger avec le même cadre. Oui, quitte à tout normaliser, en fait. Et c'est le problème de ce cadre, c'est qu'il a fini par nous faire normaliser quelque chose qui n'est pas normal, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a dit normaliser Gaza. Bon. Couper, c'est bon. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça, à ces injonctions contraires. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui se crée. On parlait tout à l'heure de mouvement, justement, pour replacer nos besoins essentiels, des évidences, des choses justement rationnelles face à cela, en fait. Ou ce que je prône moi, c'est-à-dire une folie un peu utopiste, c'est-à-dire un réenchantement, une réimagination d'une autre société, parce qu'on est arrivé au bout, clairement, de celle-ci, ou au bout le plus sombre, en tout cas, et on ne pourra que en sortir qu'en réinventant un peu tout. Voilà. Oui, vous expliquez que justement il faudrait revoir ce qu'on met derrière les mots normalité et rationalité. Vous écrivez: si les foules ont besoin de se projeter dans le tout, proposant une folie qui fait rêver, qui fait écho à leurs désirs, qui comble leurs sentiments de vide. À quoi justement ça pourrait ressembler concrètement cette proposition, si vous deviez l'esquisser, de créer une folie qui fait rêver, plutôt que justement la folie destructrice du fascisme à laquelle vous l'opposez?
Cette politique, elle pourrait avoir un cadre aussi, mais un cadre solidaire, un cadre bienveillant, c'est-à-dire qu'elle pourrait juste, dans ce cadre de la bienveillance et de la liberté, amener toute une forme de proposition qui n'existe pas encore. C'est pour ça que ça nous fait peur et qu'on estime ça fou. C'est parce que toutes ces propositions, elles n'existent pas, elles ne se formalisent pas. Mais je pense que moi, j'ai cherché beaucoup chez les auteurs et les autrices, justement, qu'on a considérés comme fous et folles, alors que c'était les plus grands et qui ont eu, pour certains, des troubles psychiques, mais qui ont remis en question le capitalisme très tôt, comme David Foster Wallace. En fait, il y a beaucoup d'écrits, même dans la science-fiction, Ursula Le Guin, en fait, il y a beaucoup de gens qui, à travers la science-fiction, à travers des récits qui paraissaient un peu fous, justement, ont essayé de réinventer les formes d'autres codes et d'autres langages. Et ce que je dis, c'est que les anormaux sont sans doute ceux qui sont le plus à même de titiller la normalité et de réinventer ces codes et ces langages. Que ce soit les personnes qui sont ostracisées parce que elles sont atteintes de troubles psychiques ou qu'elles sont trans. C'est des réinventions, c'est des langages, en fait. Vous savez, il y avait, même dans les années 60, lors de l'antipsychiatrie, on parlait, par exemple, de la schizophrénie comme d'un voyage. Alors, est-ce que, par exemple, ça pourrait être intéressant de se dire ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on considère comme des troubles psychiques qui sont peut-être, en fait, très corrélées, en fait, à nos peurs et qui sont des formes pour les réinventer, en fait, ou pour les catapulter? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, j'ai essayé de faire un livre qui essaye de trouver des voies de sortie politiques et un peu utopistes aussi face, justement, à ce cadre-là qu'on nous impose. Et justement, vous dites que ça va passer aussi par le soin, que cette révolution collective, elle existera par le soin et une autre philosophie de la normalité. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait être justement les grandes étapes dans les grandes lignes de repenser le soin aujourd'hui? C'est-à-dire à partir de quoi est-ce qu'il faudrait commencer à le faire? Vous parlez notamment, par exemple, de repenser la psychiatrie, de s'inspirer de mouvements qui ont existé dans les années 70, etc. Est-ce que vous pourriez juste en donner quelques... début de... Déjà, se demander où mettre les personnes qu'on considère vulnérables, anormales, parce que voilà, les EHPAD, les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux, tout ça, pour moi, c'est des lieux qui ont été déshumanisés, qui sont placés en périphérie, qui eux-mêmes souffrent du néolibéralisme, les soignants, etc. Donc déjà, arrêter de voir cette notion de soin comme un enfermement et une privation de liberté, je pense que c'est assez central, arrêter de voir la vulnérabilité comme une fragilité, une faiblesse, alors que je pense que ça peut être une puissance politique, ça peut être un espace de réflexion. Et puis, réinventer la notion de soin en y intégrant des visions féministes, des visions antiracistes, des visions anticoloniales, la mettant à la croisée des chemins et des intersections, en fait, en faisant une vraie vision politique, en appelant, par exemple, à se dire, est-ce que l'ordre médical tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il nous soigne ou est-ce qu'il nous domine? Est-ce qu'il nous rend plus dociles ou est-ce que vraiment il crée un espace pour qu'on puisse s'émanciper? Et tous ces sujets-là, ils existent déjà dans des espaces de soins qui ont été créés, qui sont autogérés par des jeunes, qui proposent des thérapies décoloniales, qui proposent des thérapies qui sont plus adaptées aussi à certaines cultures. Il y a déjà des espaces de soins qui sont très politiques et militants. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer. Oui, et puis lire, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur le sujet, en fait. Depuis le mouvement Black Lives Matter, notamment, le mouvement Black Lives Matter, comme les Black Panthers auparavant, était très centré sur le soin et la santé, en fait. Et c'est un truc qu'on a oublié, par exemple. Mais il partait du principe que libérer les personnes de leur traumatisme, libérer certaines populations des addictions, notamment, parce que c'était le médicament facile dans des espaces précaires où les personnes avaient vécu des traumatismes, etc. Et ben tout ça, en fait, faisait participer à la libération, à l'émancipation politique. Et ça, c'est important de le savoir aussi. On ne peut pas s'émanciper, on ne peut pas s'intégrer, et on ne peut encore pas moins faire la révolution si on n'arrive pas à libérer les gens de leur traumatisme, si on ne peut pas leur tendre la main et les aider à sortir d'espaces psychiques très graves. En fait, aujourd'hui, la colonisation, le racisme, le patriarcat, etc., ce sont des mutilations psychiques. Vraiment. Ce sont des agonies psychiques. Et donc, la libération et l'émancipation, elles passent aussi par cette conscience-là.
cette conscience qu'on n'a pas tous le même privilège, le même accès aux soins, qu'on vit pas tous les mêmes traumas non plus. Le trauma colonial, il ne s'arrête jamais, il est infini. En fait, c'est une blessure de l'âme. Ça, c'est Durand et Durand qui disaient ça. Comment, du coup, on aide ces personnes, comment on recrée des espaces de réflexion sur le soin, comment on se rallie aussi, on réfléchit nos espaces de militants et journalistiques et de réflexion aussi pour remettre le soin au cœur de tout ça. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, en fait. Oui, et c'est des réflexions qui commencent à exister, notamment, mais sur aussi la formation en fait de psychologues, de psychiatres sur justement cette notion des traumatismes dont vous parlez, en fait, du lien entre les traumatismes et les troubles psychiques qui peuvent se développer, et aussi du mal-être qui parfois sont très peu liés. C'est-à-dire que j'avais entendu récemment dans un podcast à soi de Charles Bien-Aimé sur les thérapies féministes, une femme qui témoignait en disant que voilà. Que tous les psys qu'elle avait vus lui expliquaient que c'était un peu de sa faute si elle allait mal et qu'elle avait commencé à faire une thérapie féministe et qu'elle avait commencé à comprendre que de un, elle était dans une relation en fait qui était violente et toxique et que de deux, un certain nombre de troubles qu'elle avait étaient aussi parce qu'en fait elle avait vécu dans une société patriarcale dans laquelle elle avait vécu des agressions sexuelles, du sexisme, etc. qui en fait avait créé aussi l'état, la santé mentale dans laquelle elle était aujourd'hui, quoi. Oui, et puis parfois, et souvent, en fait, parce qu'il y a des militants dans le soin, mais souvent, ils sont débordés. Et souvent, le soin empire, parce que les médecins, les psys n'ont pas du tout envie de s'intéresser à ces sujets-là. Donc, ils vont vous ramener à votre famille, à votre responsabilité, ils vont vous donner des cachets, etc. Mais les questions féministes, notamment les questions de l'impact des agressions sexuelles sur les femmes, de l'impact du racisme sur certains psychismes, ne seront pas du tout abordées. Donc, c'est souvent, et pareil, il y a énormément de LGBT-phobie, et donc souvent, ces personnes se désintéressent du soin. Alors parfois, elles vont à la dérive, elles se sentent seules, elles sont isolées, etc. Ou alors, elles rejoignent des espaces thérapeutiques nouveaux, notamment les groupes de parole, par exemple, ou des thérapies féministes où justement il n'y a pas cette position dominée un petit peu qu'instaure la médecine entre le sachant et celui qui reçoit le soin. Qui explique aussi souvent parfois l'errance médicale d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas questionner un diagnostic et qui pendant des années vont prendre tel ou tel médicament qui ne fonctionne pas du tout ou autre, quoi. Oui, et puis qui n'iront pas avec son profil, en fait. Donc, il y a de ça aussi. Je pense que les thérapies féministes, notamment, sont celles qui requestionnent énormément de paramètres et permettent de dire qu'on n'est pas tous égaux et que aussi égales devant le soin, et prennent en compte aussi toutes les incidences, effectivement, toutes les agressions. Parce que, encore une fois, si vous vivez un ensemble d'agressions et de telle intersection de nombreuses oppressions, vous avez souvent moins accès aux soins. Le soin peut empirer la situation parce que vous allez vivre, même dans les espaces de soins, du sexisme, du racisme, etc. Ça va empirer votre condition. Donc, vraiment, le soin, encore une fois, il est à revisiter dans le sens où il participe, pour moi, aujourd'hui, à souvent empirer les choses. Et d'ailleurs, dans la psychiatrie, beaucoup de militantes, parce qu'il y en a moins maintenant, mais il y a eu un temps où il y avait des vraies militantes anti-psychiatrie, notamment, qui racontait comment même l'arrivée dans les hôpitaux psychiatriques faisait que, en fait, vous perdez toute estime de vous. La façon dont vous êtes traité va empirer en fait vos troubles et vous allez devenir dépendante souvent de ces espaces. Vous allez plus vous voir que à travers le prisme de ces troubles et en fait au final vous finissez par avoir votre santé mentale qui, enfin j'aime pas ce terme-là, mais c'est vos troubles qui se dégradent et qui s'empirent. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a un rôle dans le soin et je parle beaucoup dans mon livre du racisme, du prisme racisme, des prismes sexistes qui sont coloniaux, etc., qui nous sont hérités des générations passées et qui n'ont pas été très déconstruits et qui continuent aussi à organiser le soin, à organiser la façon même dont on voit les patients et les patientes à travers des prismes sexistes, à travers des prismes racistes, etc. Il y a énormément de cas où on voit, notamment à travers le syndrome méditerranéen, qu'on considère des personnes différentes en fonction de leurs origines, etc. Donc, il y a énormément de choses à re-questionner. Oui, de fausses idées sur le fait que certaines femmes exagéreraient, par exemple, leur douleur ou des choses comme ça. Oui, voilà, ouais. Mais quelque chose qui a toujours existé. Frantz Fanon le dénonçait déjà. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est beaucoup de gens qui étaient aussi très politisés,
qui, à une époque, ont réinventé la psychiatrie et qui ont justement traité de toutes ces questions et de toute l'importance de traiter des questions du racisme, du sexisme et d'énormément de choses dans la question du soin. Et ces idées-là ont un peu disparu. Elles ont été revisitées dans le sillage de Black Lives Matter, qui a mis en exergue la notion de healing justice, le soin, la justice, où en fait beaucoup de personnes ont commencé à créer des communautés pour aider les gens justement qui étaient discriminés dans le soin, qui vivaient plein d'oppression et qui en souffraient directement dans leur quotidien. Et ça a eu des impacts énormes, souvent après des catastrophes comme Katrina, etc., mais aussi dans des quartiers où, par exemple, les gens ont la menace de la violence, des violences policières en permanence, que ça joue sur leur psychisme, que du coup, les addictions vont se développer, et ils interagissent à ce niveau-là pour prendre en compte aussi le contexte social et politique dans la santé mentale. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez provoquer avec ce livre dans le débat public ou plus largement ? Il y a plusieurs choses. Déjà, je trouve qu'on ne nous entend pas assez. Souvent, les gens qui ont des troubles psychiques, là je parle en tant que personne concernée, sont effacés derrière les experts. Donc, je trouve ça bien que tout le monde prenne la parole, même si on n'est pas un grand bloc monolithique et qu'il y a plein de voix divergentes. Plein de gens ne sont peut-être pas d'accord avec ma façon de voir le soin. Mais oui, je veux créer ça et je veux créer une question, une rupture. J'ai envie parce que j'ai tellement de gens autour de moi qui ne vont pas bien et qui souffrent. Je pense qu'on en est tous là. C'est aussi créer un élan, un lien, une réflexion là-dessus collective, en fait, et non pas individuelle, où on va tous chez le psy. Là, il y a vraiment une envie de recréer un élan solidaire et de se poser la question ensemble. Voilà, et de façon systémique. Merci beaucoup, Claire Touzard, d'être venue sur Blast. Merci, Paloma. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a donné des clés pour interroger la folie et la résistance. N'hésitez pas à le partager autour de vous si c'est le cas. Comme à chaque fois, je vous mets en description plusieurs liens pour aller plus loin sur le sujet. N'oubliez pas que Blast est un média indépendant qui a besoin de vous pour décrypter ce monde de fous. Vous pouvez vous abonner, faire un don ou devenir sociétaire sur notre site et ça ne prend que quelques minutes. Merci et à très vite sur Blast.